Espace TV, le 22h. Le 22h, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Lancement officiel de la campagne de distribution de médicaments contre les schistosomiases ce vendredi à Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées en Guinée. Plusieurs communes et préfectures sont concernées et les enfants de 5 à 14 ans sont les principaux bénéficiaires. Les préparatifs des examens nationaux vont montrer qu'elles sont à 95%. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale au cours de la dernière journée de la conférence préparatoire des examens. Et puis JO 2020, les athlètes guinéens devant représenter la Guinée à la 32e Olympiade à Tokyo au Japon ont reçu ce vendredi le drapeau national. La cérémonie s'est tenue sous l'égide du ministre d'État en charge des sports. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Tout d'abord, cette brève, la préfecture de Zérekoré connaît un premier décès de suite de fièvre Lassa. L'information a été confirmée au micro de Mosaïque Guinée par la directrice préfectorale de la santé. Ce vendredi, à l'issue de la réunion d'urgence de la coordination, Sokpo Tero a apporté des précisions avant de lancer une alerte sur la fièvre Lassa et une explosion de cas de Covid-19. Face donc au nombre croissant des cas de Covid-19, elle invite la population à renouer avec les mesures sanitaires, notamment le lavage régulier des mains et le port de masques. Je vous le disais au sommaire, dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées en Guinée, les autorités sanitaires du pays ainsi que les partenaires du système de santé ont procédé au lancement officiel de la campagne de distribution de médicaments contre les schistosomiases ce vendredi ici à Conakry. Ces opérations de distribution de médicaments toucheront les communes de Ratoma et de Matoto, mais aussi les préfectures de Koya, de Breka et Fria. Les enfants dont l'âge varie entre 5 et 14 ans sont les principaux bénéficiaires. Ali Badara Kamara et Kerno Sadouba pour le reportage. Les communes de Ratoma, Matoto et les préfectures de Dubreka, Koya, Fria et 31 autres districts du pays sont concernées par ces opérations de distribution de médicaments contre la schistosomiase. L'idée est de réduire les dangers des maladies tropicales négligées en Guinée. Des maladies qui sont souvent source de malformations et de la cécité chez des enfants. Les maladies tropicales négligées constituent encore de nos jours une préoccupation majeure de santé publique de par leur fréquence et les graves conséquences qu'elles entraînent. Les personnes les plus touchées par ces maladies sont les populations vulnérables des zones reculées. Plusieurs organisations de la société civile ainsi que des ONG sont mobilisées pour la distribution de médicaments. Ces médicaments visent à protéger des enfants contre la schistosomiase en Guinée. La directrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées revient sur les raisons du choix des jeunes identifiés. Les 5 districts dont vous parlez, les communes de Ratoma, Matoto et les préfectures de Koya, Dubreka, Fria, font partie du groupe des districts qui sont hypo-endémiques. Et c'est pour ça, c'est un seul tour de traitement qui est planifié, alors que dans les districts hyper-endémiques, il faut 5 tours de traitement. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée s'engage à accompagner le programme national de lutte contre les maladies négligées dans l'approvisionnement des sites concernés en médicaments. Ouais, l'OMS depuis longtemps appuie au plan des directives, au plan des outils techniques, au plan de la formation du personnel et aussi pour acquérir les médicaments qui sont distribués. Donc l'OMS apporte un appui à plusieurs niveaux. Ces opérations de distribution de médicaments contre la schistosomiase vont s'étendre sur une période de 5 jours dans le Grand Conakry et à Fria.
Nous sommes pratiquement à près de 95% dans les préparatifs des examens nationaux session 2021. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale au cours de la dernière journée de la conférence préparatoire des examens nationaux. Nouveauté, cette année, il y aura 2 délégués par centre. Les IRE et les DPE vont bénéficier des groupes électrogènes, des téléphones et tablettes. L'objectif est de digitaliser le système éducatif guinéen. Alseni Barry, Ablaï Camara, sur ce compte rendu. Parmi les recommandations issues de cette conférence préparatoire des examens 2021, le respect des mesures sanitaires, rehausser le quota des nombres de correcteurs et des membres du secrétariat de correction, acheminer à temps les fournitures et matériels liés aux examens. Interdire le voile intégral dans les centres d'examen pour permettre l'identification de la candidate, éviter toute fraude. Mettre en place une ceinture de sécurité pour les centres non clôturés. Le ministre de l'Éducation indique que les préparatifs sont à près de 95% d'exécution. Pour les IRE et les DPE, vous aurez de l'encre pour des imprimantes, celles que vous possédez. Vous aurez des détecteurs de métaux achetés pour les examens. Vous aurez chaque DPE, chaque IRE, un groupe électrogène de 5 kVA. Chaque IRE, chaque DPE aura un portable. Les DPE, les IRE bénéficieront également de tablettes, une clé Internet, une licence Windows. En plus, des responsables du Bureau de stratégie et développement sont en train d'être formés afin de mener à bien la digitalisation du système éducatif guinéen. Ces tablettes, on va commencer à les utiliser lors des examens du baccalauréat. À votre retour, vous convoquerez tous les élèves candidats au baccalauréat lundi dans leur centre d'examen. Ils viendront pour visiter et pour se faire enrôler. Dorénavant, le ministre se fixe comme objectif digitaliser le système éducatif. L'objectif ultime, c'est d'avoir tous les élèves de Guinée dans la base de données, qu'ils soient du privé ou du public. Lors de cette rencontre, ces 178 cadres du ministère de l'Éducation, des structures déconcentrées, des agents de sécurité et la FSPE, le SNE et la FEGIPAE ont proposé le brouillage des réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation se dit incapable de le faire. Cependant, il envisage d'envoyer une requête au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Un compte rendu signale Sénibari. Et pendant ce temps, les syndicalistes haussent le ton et affirment être exclus dans l'organisation des examens de cette année. Selon le syndicat national de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale aurait dit que leur participation n'est pas intégrée dans les textes de loi. Pourtant, ils participent depuis 2012 à l'organisation de ces évaluations. Michel Pépé Balamou est au micro d'Al-Sénibari et Ablaï Camara. Et s'il dit que ce n'est pas écrit dans les textes de loi, pourquoi les nouvelles stratégies qu'il est en train d'intégrer là, qui ne sont pas écrites dans les textes de loi, ces nouvelles stratégies sont en train d'être appliquées? L'utilisation des détecteurs de métaux, par exemple, la digitalisation, ce ne sont pas des choses qui sont dans les textes de loi. Donc nous pensons que le rôle que le syndicat joue par rapport d'abord à la discontinuité des cours, nous avons dispensé des cours, nous avons fait des grands efforts, ce n'est pas une question d'argent, mais on attend qu'on soit dans la salle de l'atelier préparatoire des examens pour nous annoncer une liste dans laquelle les syndicats n'ont pas leur nom et dire que c'est parce que ce n'est pas écrit dans les textes. Si ce n'est pas écrit dans les textes, pourquoi l'argent qui est attribué à l'ouverture des classes où chaque cahier devrait être donné aux enseignants et que cet argent-là n'est pas encore vu? Pourquoi ce n'est pas fait? Si ce n'est pas inscrit dans les textes, pourquoi on prend d'autres mesures aujourd'hui pour les utiliser? Nous pensons que le ministre Bano a fait une déclaration de guerre contre les organisations syndicales et nous n'allons pas nous rétracter. Nous allons agir conséquemment par rapport à ça. Si nous sommes des partenaires sociaux, il faut que ce partenariat soit un partenariat de confiance et d'échange. Chapitre politique de cette édition avec cette information de dernière minute. Le président d'honneur du parti UGDD vient d'être écroué à la maison centrale de Coronti et placé en détention provisoire.
Kiamou Bogola Haba a été inculpé ce vendredi par un juge d'instruction du TPI de Dixine après son examen médical et conduit à la maison d'arrêt de Conakry. Il est poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public, notamment à travers des déclarations sur les réseaux sociaux. Les travaux de formation modulaire Bridge ont pris fin ce vendredi à Conakry. Cette session de renforcement de capacité sur la prévention des conflits électoraux et gestion des contentieux électoraux était organisée à l'intention des commissaires et assistants de la CENI et certains cadres de la Cour constitutionnelle. Les travaux de cette session ont été ponctués par de fortes recommandations. Malik Sendiana Kamara pour le compte-rendu. Durant 4 jours, les acteurs impliqués et concernés dans l'organisation des élections en Guinée ont identifié des faits susceptibles d'être source de conflits entre les partis politiques. Face à ces conflits électoraux qui peuvent mettre en cause la crédibilité du processus et des résultats, ils sont outillés en méthode Bridge. En termes d'outils, c'est vraiment les outils d'analyse sur les textes juridiques qui régissent le contentieux, mais aussi les standards internationaux en termes de gestion des contentieux électoraux. Alerter, anticiper, prévenir des conflits électoraux, aucun problème n'est à minimiser pour ne pas affecter le cours normal du processus. Des partis politiques aux militants de la CENI, aux cours et tribunaux, tous ont un rôle à jouer. On a compris la procédure des saisines, surtout en cas de contentieux électoral, et que nous pourrons répertorier et répercuter ça au niveau des acteurs politiques surtout, qui parfois déposent des requêtes qui sont rejetées faute de procédure. Les capacités des participants à prévenir et à gérer les contentieux sont renforcées. Ils s'engagent. Nous cherchons davantage à tuer dans l'œuf, si vous voulez, toutes les velléités de violence qui germent en chacun de nous, pour faire en sorte que, avant d'arriver à cette violence-là, il faut explorer d'abord toutes les voies possibles de paix qui s'offrent à nous. Je pense que ça, tout le monde l'a compris et tout le monde va se battre dans ce sens. Sortons outillés des différentes approches et des différentes activités du processus électoral, des principes directeurs sous le renforcement de l'administration électorale en termes de professionnalisme, en termes d'impartialité, en termes de neutralité. Le souhait de la Commission électorale nationale indépendante CENI est d'organiser les prochaines élections dans la plus grande transparence, sans aucun incident dans le pays, et que les résultats soient acceptés par tous, ou au moins amener les partis à revendiquer dans la légalité. C'est l'impasse pour le commandant Aobe, condamné à perpétuité dans l'affaire dite attaque contre le domicile privé du président Alpha Condé en 2011. Incarcéré à la maison centrale où il purge sa peine, la santé de l'officier s'est nettement dégradée ces derniers jours. Sa famille s'inquiète et appelle donc à une grâce présidentielle. Marissa Kamara, Djibril Ba et Lamine Silla pour le reportage. Des larmes aux yeux. Le regard dans l'air, signe de détresse de l'époux du commandant Alpha Omar Diallo alias Aobe. Son époux est en prison depuis 10 ans pour avoir participé à l'attaque du domicile du président de la République. Dans la famille, un grand vide se fait sentir. La nostalgie d'être loin du premier responsable de la famille est insoutenable. Nous ne pouvons pas sortir de cette difficulté sans l'aide du président Alpha Condé. Mon époux est malade en prison, ses pieds sont enflés avec une balle à l'intérieur. Le lundi passé, il saignait du nez et de la bouche. Nous demandons à tous les Guinéens de se joindre à nous pour demander pardon au président de la République. Le détenu Aobe serait dans des conditions difficiles. Son état de santé fragile nous révèle son épouse. Les dernières nouvelles du commandant Alpha Omar Diallo inquiètent sa sœur. Elle est dévastée par l'absence de son frère. Difficile de retenir ses larmes, elle sollicite l'implication du président de la République. Il
Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre volonté que d'appeler les Guinéens à demander pardon au président de la République. Mon frère souffre beaucoup. Fatoumata Alpha Diallo explique le lien qui existe entre elle et son père. Pour elle, vivre à l'absence d'un père n'est pas chose aisée. Nous, on ne connaît pas d'autres personnes à part notre père. C'est lui le père de famille. Il fait tout pour nous, notre scolarité, tout. Depuis son arrestation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment tristes, toute la famille, mes soeurs, tout le monde. Nous lui demandons de pardonner, de lui gracier comme il a fait pour les autres. La famille du commandant Alpha Omar Diallo garde espoir. Elle pense qu'un jour, le président Condé prendra un décret pour le gracier. Les citoyens ont patienté quelques jours seulement. Désormais, ils peuvent circuler librement et en toute sécurité sur le pont de Kaporo qui était donc en rénovation. Sur place, usagers, piétons et riverains expriment un profond soulagement. Pour l'instant, seuls les véhicules de poids légers et des engins à 2 roues sont autorisés à y franchir. Reportage à Thérèse Massadouno, Abdraman Sénateur Diallo, Amara Alex Silla. Cette reprise de la circulation sur l'axe Kipé-Kaporo est un ouf de soulagement pour les usagers et les quartiers riverains. L'interruption momentanée du trafic sur cette voie a causé d'énormes difficultés aux citoyens qui la pratiquent pour accéder le plus souvent au centre-ville. Tous les usagers émanant des différentes communes vers Somfonia pour aller en ville ont vraiment eu un problème de casse-tête parce que tout simplement ce pont facilitait beaucoup la circulation pour aller vers la ville. Pendant les travaux, ces automobilistes étaient obligés d'emprunter les déviations qui seraient dans un état très dégradé. Pendant les travaux, nous avons trop souffert. Aujourd'hui, nous remercions les autorités pour ce travail satisfaisant. Ce piéton nous confie qu'il a toujours été obligé de sortir très tôt durant les travaux pour être à temps dans son université. Voir le pont rétabli le réconforte. Vraiment, il y avait trop d'embouteillages. Et pour venir à l'université, c'était des problèmes. Et nous sommes en période de composition comme ça. Donc pour venir à l'université, il fallait quitter très tôt pour emprunter les bicyclettes, les 3 pieds pour venir à l'université. Parce que si tu prenais les 4 pieds, c'est-à-dire les voitures, on ne pourrait pas arriver à temps. Donc vraiment, j'avais trop de problèmes sur ça. Pour le moment, seuls les véhicules de poids légers et les engins à 2 roues sont autorisés à circuler, tandis que les poids lourds, eux, devront patienter jusqu'au 1er août. Un ouf de soulagement donc pour les usagers de cette route. Autre actualité de cette édition, l'accès sécurisé des femmes aux ressources foncières en Guinée a été au centre de discussion hier jeudi à Conakry. Cette initiative de CEDEV vise à favoriser l'intégration et l'autonomisation de la couche féminine. Elle plaide pour la mise en place d'un code foncier rural. Djibril Ba commente les images d'Abouakar Kekebongoa. La problématique foncière préoccupe la femme guinéenne. Longtemps marginalisée dans la gestion des terres, celles-ci souhaitent faire valoir leurs droits. Pour ce faire, elles comptent mutualiser leurs efforts à travers un réseau. Une demande qui n'est pas anodine, explique la présidente de la structure Créativité et Développement. Parce que vous savez, la République de Guinée étant un scandale géologique, et non seulement étant un scandale géologique, ça nécessite les questions foncières. Donc du coup, les femmes dans les lieux impactés par l'exploitation minière avaient peur de retomber sur cette question, surtout les questions liées à l'indemnisation, la compensation et la relocalisation. Les plaidoyers de l'organisation concentrent le parachèvement du processus d'élaboration du référentiel national de compensation, la mise en place de la loi d'orientation agricole et la loi foncière. Le ministère des Mines et de la Géologie semble bien comprendre leurs requêtes. Sa chef de service Jaré Équité rassure. Et pour que les femmes puissent bénéficier des acquis du professeur, il faudrait bien qu'elles connaissent d'abord leurs droits et leurs devoirs.
Après sa réélection, le chef de l'État a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes, une manière pour Alpha Condé de faire bénéficier ceux-ci des acquis de sa gouvernance. Pour cela, cette dame insiste sur leur appropriation des textes qui sauvegardent leurs droits. Yenab Koker Bangoura et Adia Chabari évoluent avec les femmes rurales. Elles sortent donc de cette table ronde très outillées. Et pour renforcer économiquement les femmes, il faut déjà consommer ce que les femmes la font. Si on est aujourd'hui dans un réseau, le RENOF, qui essaye de voir quels sont les problèmes des femmes dans le foncier et comment il faut remédier, je ne peux que me réjouir. À l'image des autres pays de la sous-région, tels que le Mali, le Sénégal et le Niger, ces femmes s'impatientent de voir l'accès sécurisé des femmes aux ressources foncières en Guinée devenir une réalité. Le mérite international de la jeunesse guinéenne en collaboration avec Vivo Énergie dans le projet Vivo Green Action a procédé ce vendredi au lancement officiel du reboisement de formation des femmes à l'entrepreneuriat vert et à la participation des jeunes de Tinguelinta. Cette cérémonie a regroupé les autorités locales et administratives, les cadres de l'environnement, des eaux et forêts, ainsi que les représentants des sociétés et ONG partenaires. Reportage Omar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifosissé. Cette activité de formation des femmes à l'entrepreneuriat vert et la participation des jeunes du district de Tinguelinta dans la sous-préfecture de Tanéné a connu une forte mobilisation de l'ensemble des couches sociales et de la société civile. Dans son discours de circonstance, la directrice marketing et communication Vivo Énergie Guinée plante le décor de cette initiative. Cette initiative, dont l'objectif principal est la protection de l'environnement, s'inscrit dans le cadre de notre engagement social envers les communautés. À travers Vivo Green Action, nous comptons réhabiliter les carrières des zones minières où opèrent nos clients que nous approvisionnons. Vivo Green Action vise la protection de l'environnement, l'encouragement à l'entrepreneuriat féminin et à long terme contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Au cours de ce projet de formation et de reboisement, 60 jeunes et 25 femmes de Tinguelinta bénéficieront des emplois directs pour plusieurs semaines. Pour les autorités locales, c'est un ouf de soulagement. Cette activité qui est sur le terrain aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de recevoir Vivo, qui est le partenaire direct de l'ONG, la Mérite Internationale, de vouloir penser et choisir notre secteur ou district pour venir planter les anacardiers, qui est l'acajou, qui est économique pour la population. Cette démarche de Vivo Énergie à travers cette initiative communautaire vise à planter 2700 plantes d'acajou sur 12 000 mètres carrés pendant 10 jours. Pour ce fait, 4 sites sont répertoriés dans cette collectivité de Tinguelinta, fortement impactée par l'exploitation minière. Vous savez que le Mérite international de la jeunesse déploie des jeunes volontaires dans les communautés. Donc avec cela, quand nous avons discuté avec la communauté, ils ont ressorti la nécessité de bénéficier d'une formation d'accompagnement, mais aussi de reboisement dans le projet dans lequel ils seront directement engagés. Ils disent que oui, il y a dans la communauté parfois des projets de reboisement où ils ne sont pas directement impliqués et cela se limite soit un peu distant d'eux. Sous les pancartes et banderoles, on pouvait lire « Ensemble, préservons l'environnement ». Au nom des sociétés partenaires, ces responsables des relations communautaires de la société GAC se réjouissent de cette initiative. C'est des gens aujourd'hui à encourager et à remercier dans cette initiative et encourager les communautés à sauver ce qu'ils ont initié, parce qu'il ne s'agit pas de planter, il s'agit de protéger ce qu'on a planté. La maternité de l'hôpital préfectoral de Dalaba vient d'être dotée d'un bâtiment flambant neuf. L'œuvre est de l'ONG RHSDO, pilotée par professeur Oumouyounou Sasso, originaire de la localité. Cette infrastructure inaugurée jeudi vient donc atténuer les difficultés en termes d'hospitalisation des femmes enceintes dans la préfecture. Kierno Amadou Barry.
Dans un passé récent, les femmes enceintes admises à l'hôpital de Dalaba étaient hospitalisées dans d'autres services comme la médecine générale à cause du nombre de places très limité à la maternité. Ce souci n'est désormais qu'un simple souvenir. L'ONG HSDO vient de construire ce bâtiment flambant neuf pour ainsi améliorer la qualité des soins de ce centre hospitalier. On était dans les difficultés. C'est pourquoi nous avons essayé de rencontrer Madame Professeur Oumoui Moussa pour lui poser notre problème. Et heureusement, c'est tombé dans de bonnes oreilles. Elle nous a facilité la tâche. Aujourd'hui, donc, si on me demande quels sont mes sentiments, je pourrais dire que c'est des sentiments de satisfaction et de fierté. Le bâtiment est composé de 4 grandes salles d'hospitalisation de 3 lits chacune, pour un coût global de près de 160 millions de francs guinéens. Participer à soutenir cette maternité, pour moi, est une action extrêmement importante parce que non seulement je suis de Dalaba et je suis née dans cette maternité, mais je pense qu'un des éléments importants de l'amélioration du système de santé. La remise de cette infrastructure a mobilisé toutes les autorités de Dalaba qui voient derrière ce geste un acte qui pourra sauver des vies. Nous ne pouvons pas beaucoup dire sur Madame qui a donné cet édifice à Dalaba, sinon que la remercier du fond du cœur. Car elle a le souci de Dalaba et elle a prouvé par A plus B qu'elle a le souci de Dalaba. Surtout, l'appui qu'elle a eu à faire aujourd'hui à Dalaba, c'est un appui prépondérant dans la vie de l'hôpital préfectoral de Dalaba. En plus du domaine sanitaire, l'ONG HSDO s'est aussi distinguée dans les secteurs de l'éducation et de la protection de l'environnement avec des actions similaires. Comment trouver un bélier pour la fête de Tabaski? 16 clients grossistes d'Afro Food Industry du groupe Sonoko ne se posent plus cette question. Ils ont reçu chacun ce vendredi un bélier comme cadeau, un acte donc de reconnaissance d'affilié à ces clients qui ont réussi à remplir un objectif de vente. Mamadou Saliou Baye Mohamed Alousseni Kamara ont assisté à cette remise de cadeaux et vous allez le voir, la joie était au rendez-vous. Suivez. La mère de famille ne pouvait pas s'en empêcher. À cet instant, elle vient de recevoir un cadeau, pas n'importe lequel, un bélier pour la fête de Tabaski. Un cadeau mûrement réfléchi, offert par Agrofood Industry, une filiale du groupe Sonoko, qui voulait remercier ses clients grossistes qui ont vendu dans un temps record le cube magie, qui se reconnaît par l'étoile rouge. Le choix du mouton, c'est pour faire un lien avec la fête qui pointe à l'horizon Tabaski. Nous savons que c'est un souci pour tous les musulmans d'avoir un mouton comme sacrifice. Et nous, en tant que partenaires des grossistes de nos clients, on a pensé à les alléger cette tâche en les offrant des moutons de valeur pour leur Tabaski. Pour mériter ces cadeaux, pas de plus simple que de vendre 1400 cartons de cubes magie. Grossiste depuis plus de 10 ans, Boiro n'a eu aucun mal. En moins de 2 semaines, il a écoulé 1415 cartons, donc plus que l'objectif demandé. Il l'a reconnu, les bouillons magie sont faciles à vendre. C'est magie qui vend elle-même, parce que la qualité est bonne. Le magie ne compare pas avec un autre bouillon. C'est pour cela que j'ai atteint mon objectif. Vraiment, je suis très content et ma femme aussi est contente parce que depuis très longtemps, les enfants sont en train de m'appeler. Ils savent que je viens avec quelque chose. Au total, 16 clients grossistes ont atteint les objectifs de vente et rentrent tous ce soir avec un bélier. Une manière pour Afiguiné de rendre heureux et de fidéliser ses clients. D'autres surprises sont attendues en faveur des consommateurs et des femmes qui vendent le produit magie dans les différents marchés du pays. Tous les bouillons en Guinée portent le nom de magie. Or, magie, en version française, veut dire bouillon. Mais pour le commun des Guinéens, tous les bouillons s'appellent magie. Donc, nous avons fait des présentoirs. Nous allons former les mamies à référencer, à distinguer les bouillons magie des autres bouillons. Et nous allons eux aussi leur donner des points. Au finish, on va les récompenser aussi. En plus de ça, une autre campagne de branding, de décoration des marchés va avoir lieu pour permettre aux consommateurs, aux clients, de savoir c'est ici on peut trouver magie et rien que magie, qui se reconnaît par l'étoile rouge. Chez Afiguiné, les clients sont bien des rois. La même cérémonie de remise s'est tenue ce vendredi en Zérékoré.
Les clients de Cancan, La Baie et les autres villes vont recevoir lundi les mêmes cadeaux. Public reportage signé Mamadou Saliouba. Jeux olympiques de Tokyo, les athlètes guinéens ont reçu le tricolore national ce vendredi, je vous le disais. La cérémonie de remise a eu lieu au siège du COCAN 2025 en présence de plusieurs ministres, des responsables du Comité national olympique et sportif guinéen, ainsi que les athlètes qualifiés pour les JO. Le reportage de Mamadou Boiba et Gibril Kabak Kamara est rendu en studio par Idriss Abaré. La Guinée sera représentée aux Jeux olympiques de Tokyo par 5 athlètes dans 4 disciplines, dont 2 en natation. Il s'agit de la lutte libre, la natation, le judo et l'athlétisme. C'est la ministre de l'Unité nationale qui, au nom du chef de l'État et du gouvernement, a remis le drapeau à la délégation guinéenne. Aux athlètes, elle rappelle qu'ils ont un rôle important à jouer pour la cohésion sociale à travers leurs performances. Avoir un mental de vainqueur, parce que le sport est un facteur de cohésion sociale. Lorsque par vos performances, vous rendez et vous devenez un bon exutoire pour votre peuple, cela va sans dire que vous participez éminemment à la cohésion sociale, au bon vivre ensemble. Le secrétaire général du Comité national olympique et sportif guinéen rappelle que la compétition se joue dans un contexte particulier. Les Jeux olympiques, c'est l'une des plus belles fêtes sportives. C'est une occasion de vendre l'image de son pays, dit-il. Cette grande rencontre sportive constitue une opportunité de promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance, de fraternité et d'amitié qui doivent fonder cet humanisme dont le 21e siècle a tant besoin. Des difficultés ont été certes rencontrées pendant les préparatifs, mais les athlètes sont prêts à défendre le rouge jaune vert. Et nous défendrons avec détermination et vigueur les couleurs nationales de la Guinée aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Repoussés d'un an à cause de la pandémie du Covid-19, les Jeux olympiques se joueront du 23 juillet au 8 août 2021 sans public. Les autorités japonaises ont pris cette décision suite à la flambée des cas de coronavirus dans le monde. Pour le serment et l'engagement des athlètes. Bonne chance donc à nos athlètes. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Gibril Ba. Merci à toute l'équipe technique du jour et à vous téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Moi, je vous retrouve demain au compte d'autres actualités. Bonsoir.